La main tremblante tenait un morceau de carton sale. « S'il vous plaît, n'importe quoi aide. » Les mots écrits au stylo presque effacé étaient à peine lisibles. À côté de lui, une fillette de 6 ans pleurait doucement, cachant son visage dans l'épaule de son père. La faim les rongeait depuis 2 jours. « Papa, mon ventre me fait mal », murmura la petite Laura, les yeux rouges et gonflés. Raphaël Cardoso n'aurait jamais imaginé en arriver là. 3 mois plus tôt, son nom figurait en couverture des magazines d'affaires. Entrepreneur prospère, propriétaire d'une entreprise de construction érigeant des immeubles dans 5 États. Voitures importées. Villas avec piscine. Fêtes où politiciens et célébrités circulaient librement. Tout s'est effondré un mardi ordinaire. Son comptable, un homme en qui il avait une confiance aveugle depuis 15 ans, détourna chaque centime de l'entreprise. Compte bancaire vidé. Bien bloqué par la justice. Procès du travail empilé. En 48 heures, Raphaël perdit tout. Son épouse, Camilla, prit les bijoux restants et disparut sans laisser de mots. Elle ne jeta même pas un regard à leur fille. À présent, assis sur le trottoir glacé de l'Avenida Centrale, Raphaël observait les passants. Certains détournaient le regard. D'autres traversaient la rue en le voyant. Une dame cracha par terre près de lui et marmonna quelque chose à propos de fainéant. Laura se mit à pleurer plus fort. « Ma fille, s'il te plaît, ne pleure pas, papa va trouver quelque chose à manger pour nous. » Mais comment? Il avait déjà frappé à des dizaines de portes. Demandé de l'aide à d'anciens associés. Tous lui tournèrent le dos. Certains rirent. L'un alla jusqu'à dire qu'il récoltait ce qu'il avait semé. Raphaël n'avait jamais été parfait, mais il avait toujours payé ses employés à temps et faisait des dons à des œuvres de charité. Où étaient ces gens maintenant? Le soleil commençait à se coucher quand Laura s'évanouit. Son petit corps maigre s'affaissa dans les bras de son père. Raphaël cria à l'aide, mais personne ne s'arrêta. Les voitures accéléraient. Les passants faisaient semblant de ne pas voir. Le désespoir s'empara de lui. Était-ce la fin? Sa fille allait-elle mourir là, sur le trottoir, entourée d'indifférence? C'est alors qu'une femme noire, en uniforme bleu délavé et en tongs usés, traversa la rue en courant. Elle portait un sac plastique déchiré dans une main et un vieux sac à main dans l'autre. Sans poser de questions, elle s'agenouilla à côté de Laura. « Elle doit manger. »« Tout de suite », dit la femme en sortant d'un sac un récipient de nourriture. Raphaël pouvait à peine parler. Les larmes coulaient sur son visage sale, tandis que l'inconnu mettait des cuillerées de riz et de haricots dans la bouche de la fillette. Laura ouvrit lentement les yeux, confuse. La femme sourit et caressa les cheveux de l'enfant. Doucement, petite. Tata Johanna est là maintenant. Johanna Santos travaillait comme femme de ménage dans 3 bureaux différents. Elle se levait à 4 heures du matin et ne rentrait chez elle qu'à 9 heures du soir. Elle gagnait à peine un peu plus de 1000 reais par mois. Elle vivait dans une chambre louée dans une vieille pension du quartier ouvrier. Mais quand elle vit cet enfant évanoui, elle n'hésita pas une seconde. Après que Laura eut mangé, Johanna ouvrit son sac et en sortit 10 reais froissés. Raphaël refusa, mais elle insista. « Achète-lui une glace demain. Les enfants doivent sourire. » Ces mots brisèrent Raphaël complètement. Lui qui avait déjà manipulé des millions recevait maintenant 10 reais d'une femme de ménage qui n'avait presque rien. La honte et la gratitude se mêlaient en lui. Johanna resta là à parler avec eux pendant presque 1 heure. Elle demanda ce qui s'était passé. Écouta sans juger. À la fin, elle nota le numéro d'un refuge et l'adresse d'une église qui distribuait des repas. « Vous allez surmonter ça », dit-elle avant de partir. « Je le sais. » Cette nuit-là, Raphaël et Laura dormirent sous un auvent. Il serra sa fille contre lui, se promettant de ne jamais oublier cette femme. Il se demanda aussi pourquoi seule elle avait eu le courage d'aider. Que avait-elle de différent? Le lendemain matin, avec les 10 reais, Raphaël acheta 2 glaces à une charrette de rue. Laura sourit pour la première fois depuis des semaines. Tandis qu'il léchait les esquimaux fondant sous la chaleur, une question martelait dans la tête de Raphaël. Reverrait-il Johanna? Et si oui, comment pourrait-il rendre une telle bonté? Si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like. Ton soutien aide beaucoup à diffuser des messages qui doivent être entendus. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre avec Johanna. Raphaël avait trouvé quelques petits boulots en portant des caisses au marché municipal. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait pour acheter de la nourriture de base. Laura était plus joyeuse, bien qu'ils dorment encore dans la rue. Chaque matin, le père et la fille se levaient avant le lever du soleil pour se laver le visage à un robinet public et essayer d'avoir l'air présentable. Un jeudi pluvieux, Raphaël vit Johanna sortir de l'immeuble commercial où elle travaillait. Elle portait des seaux et des chiffons. Lorsqu'elle le reconnut, son visage s'illumina.
Vous allez bien? Demanda-t-elle en se baissant pour embrasser Laura. Grâce à vous, nous survivons, répondit Raphaël, la voix tremblante. Johanna regarda autour d'elle et comprit qu'il vivait encore dans la rue. Son expression changea. Il y avait de la détermination dans ses yeux fatigués. Venez avec moi. Elle les emmena dans sa pension. La chambre était minuscule, avec un lit simple, une vieille armoire et une cuisinière à 2 feux dans un coin. Mais c'était propre et ça sentait la lessive. Johanna improvisa un matelas au sol pour Raphaël et dit que Laura dormirait avec elle dans le lit. « Je ne peux pas accepter ça, » protesta Raphaël. « Vous en avez déjà trop fait. Tu peux et tu vas accepter. Une enfant ne dort pas dans la rue. » Cette nuit-là, tandis que Laura dormait profondément pour la première fois depuis des mois, Raphaël et Johanna discutèrent. Elle raconta qu'elle avait perdu un fils des années auparavant. Un garçon de 7 ans, renversé devant l'école. Depuis, elle ne supportait pas de voir un enfant souffrir sans agir. « C'est pour ça que vous nous avez aidés, » murmura Raphaël. « Je vous ai aidés parce que c'est la bonne chose à faire. » Tout simplement. Avec le temps, ils établirent une routine. Raphaël partait au travail. Johanna s'occupait de Laura pendant la journée, l'emmenant dans les bureaux où elle faisait le ménage. La petite aidait à passer le chiffon sur les meubles et à ranger les papiers. Peu à peu, Laura commença à appeler Johanna « Tata Gio ». La vie commençait à reprendre un sens quand tout s'effondra une deuxième fois. Des coups violents à la porte. Une femme élégante, en tailleur blanc et talons hauts, entra sans être invitée. C'était Daniela Morera, assistante sociale chargée des cas de vulnérabilité. Quelqu'un avait signalé qu'un enfant vivait dans des conditions précaires. « Cet endroit n'est pas approprié pour accueillir une mineure », déclara Daniela en regardant autour d'elle avec dégoût. « L'enfant sera retiré immédiatement. » Laura s'agrippa à Johanna en criant. Raphaël tenta d'expliquer, mais l'assistante sociale refusa d'écouter. Des agents municipaux entrèrent et arrachèrent la fillette des bras de la femme de ménage. Les cris résonnaient dans le couloir, tandis qu'ils emmenaient Laura de force. « Mon Dieu, qu'ont-ils fait ?» Johanna tomba à genoux, en sanglotant. Raphaël courut derrière la voiture officielle, mais ce fut inutile. Il revint dans la chambre dévastée. Johanna était toujours au sol, tremblante. Pour la première fois depuis leur rencontre, il la vit brisée. Dans les jours suivants, Raphaël découvrit quelque chose de troublant. La dénonciation venait de Camilla, son ex-épouse. Elle avait réapparu après avoir appris que la grand-mère de Laura était décédée, laissant un héritage millionnaire à la fillette. Une fortune en biens immobiliers et en placements financiers qui ne pouvait être accessible que par le tuteur légal. Camilla avait intenté une action en justice pour obtenir la garde. Elle avait engagé des avocats coûteux et répandu des mensonges dans la presse locale. Les journaux titraient « Un homme d'affaires déchu gardait sa fille captive ». Les émissions de télévision montraient d'anciennes photos de Raphaël à l'époque de sa richesse, les comparant à des images récentes de lui, déguenillé dans la rue. « Elle n'a jamais voulu de Laura », dit Raphaël en lisant les nouvelles sur un téléphone emprunté. « Elle veut seulement l'argent. » Johanna posa la main sur son épaule. « Alors nous allons le prouver. » Mais comment? Camilla avait des ressources, de l'influence et l'opinion publique de son côté. Raphaël n'avait plus rien. Il ne pouvait même pas se payer un avocat. La première audience était fixée à 15 jours. S'il perdait, Laura grandirait entre les mains d'une femme qui ne voyait que l'argent. Cette nuit-là, Raphaël ne put dormir. Il repensa à tout ce que Camilla avait fait. Comment elle avait abandonné leur fille sans hésiter. Comment maintenant elle faisait semblant d'être une mère dévouée dans les interviews. Comment le système semblait favoriser ceux qui avaient de l'argent, pas ceux qui aimaient vraiment. Johanna non plus ne dormit pas. Elle était assise à la fenêtre, regardant la lune. Soudain, elle se tourna vers Raphaël. « Je connais quelqu'un qui peut nous aider, » dit-elle, avec une lueur étrange dans les yeux. « Mais tu devras me faire entièrement confiance. » Raphaël regarda cette femme qui avait sauvé sa vie et celle de sa fille. Celle qui avait partagé le peu qu'elle possédait. Celle qui avait pleuré quand on avait emmené Laura. « Je te fais confiance, » répondit-il sans hésiter. Johanna acquiesça et sortit un vieux carnet du tiroir. Elle y inscrivit un nom et une adresse. Quand Raphaël lut, son cœur s'emballa. Était-ce possible? Cela pourrait-il marcher? Ou n'était-ce qu'un nouvel espoir prêt à s'effondrer? L'adresse mena Raphaël à un bureau modeste au 3e étage d'un vieil immeuble. La plaque sur la porte disait « Dr Elena Ferreira, avocat populaire ». La salle d'attente comportait des chaises dépareillées et une table pleine de dossiers empilés. Une jeune femme, aux longues tresses et portant des lunettes rondes, apparut à la porte. Elle n'avait pas plus de 30 ans. « Vous devez être Raphaël. Johanna m'a appelé. » Elena les invita à entrer.
Son bureau était petit mais organisé. Des diplômes accrochés au mur montraient des spécialisations en droit de la famille et en droits humains. Raphaël s'assit, encore méfiant. « Je n'ai pas les moyens de payer vos services, » dit-il directement. « Je ne demande pas de paiement. Je demande la vérité. » Pendant 3 heures, Raphaël raconta tout. La trahison du comptable. L'abandon par Camilla. Les mois dans la rue. La rencontre avec Johanna. Le retrait brutal de Laura. Elena notait tout dans un carnet usé, posant des questions précises. « Votre ex-femme a des points faibles, » dit Elena en fermant le carnet. « Les personnes comme elle en ont toujours. » Elle expliqua le plan. Ils avaient besoin de preuves concrètes de l'abandon et de la négligence de Camilla. Ils devaient démontrer que son intérêt était purement financier. Et, plus important encore, ils devaient montrer que Laura allait mieux avant, même dans la pauvreté, que ce qu'elle serait maintenant avec une mère manipulatrice. Mais comment obtenir des preuves ? Demanda Raphaël. Je ne sais même pas où est Laura. Laisse-moi faire. Elena avait des contacts. Des assistants sociaux qui n'étaient pas d'accord avec les méthodes de Daniela. Des journalistes fatigués de publier des mensonges. Dans les jours suivants, ils commencèrent à enquêter discrètement. Ils découvrirent que Camilla vivait dans une maison louée, financée par l'argent de l'héritage qui appartenait techniquement encore à Laura. Encore plus inquiétant, Laura était là, mais enfermée dans sa chambre. Camilla ne la sortait que pour des séances photos qu'elle postait sur les réseaux sociaux, prétendant être une mère aimante. Les images montraient des câlins et des sourires, mais tout était mis en scène. Johanna eut une idée risquée. Elle connaissait quelqu'un qui travaillait dans cette maison, Béatrice, une femme de ménage qui nettoyait la maison 3 fois par semaine. Les 2 femmes s'étaient rencontrées à un arrêt de bus des années auparavant et étaient restées amies. « Je peux lui demander d'observer, » dit Johanna. « Mais je ne veux pas mettre son emploi en danger. »« Il faut qu'on essaie, » insista Raphaël. Béatrice accepta d'aider en apprenant l'histoire. Pendant 2 semaines, elle observa tout. Elle vit Camilla crier sur Laura lorsque les caméras étaient éteintes. Elle vit l'enfant pleurer en appelant son père. Elle vit des repas lui être refusés comme punition parce que Laura refusait de sourire pour les photos. Le moment décisif eut lieu un samedi après-midi. Camilla enregistrait des stories pour Instagram, parlant de l'amour maternel et des sacrifices d'une mère. Laura, fatiguée de poser, se mit à pleurer et cria « Tu n'es pas ma mère. Je veux ma tata Gio. » Camilla perdit son sang-froid. Béatrice passait le chiffon dans la pièce voisine et entendit tout à travers la porte entr'ouverte. Avec son téléphone caché dans son tablier, elle enregistra les 5 minutes suivantes. Camilla insultait sa fille, menaçait de l'enfermer dans une chambre sombre, disant que la fillette était un poids et ne servait qu'à garantir l'argent de l'héritage. « Ta grand-mère a été idiote de tout te laisser, » dit Camilla, avec du venin dans la voix. « Mais ne t'inquiète pas. Quand tu auras 18 ans, il ne restera plus rien. » Béatrice quitta la maison en tremblant. Cette même nuit, elle retrouva Johanna dans un café discret et lui remit le téléphone avec la vidéo. Les 2 pleurèrent dans les bras l'une de l'autre. Elles avaient enfin quelque chose de concret. Elena regarda la vidéo 3 fois. Ses yeux brillaient. « Cela change tout. Mais nous avons encore besoin d'une chose. » Elle expliqua qu'ils avaient besoin d'un rapport psychologique montrant l'état émotionnel de Laura. Elle obtint l'autorisation judiciaire pour une évaluation indépendante. La psychologue désignée était réputée impartiale et rigoureuse. Lorsque la professionnelle interviewa Laura, la fillette pouvait à peine parler. Elle était visiblement effrayée, maigre et avec de profondes cernes. Elle dessina une famille, elle, son père et Tata Gio. Camilla n'apparaissait dans aucun dessin. « Avec qui veux-tu rester ?» demanda doucement la psychologue. « Avec mon père et Tata Gio. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. » Le rapport fut dévastateur pour Camilla. Il indiquait des signes clairs de maltraitance émotionnelle, de négligence affective et de traumatisme dû à la séparation forcée. La psychologue recommanda fortement le retour de Laura auprès de son père. Il restait 3 jours avant l'audience finale. Raphaël, Johanna et Elena se réunirent dans le petit bureau. Ils avaient la vidéo. Ils avaient le rapport. Ils avaient les témoignages de Béatrice et d'autres personnes ayant été témoins de l'abandon initial par Camilla. « Elle va essayer de tout discréditer », alerta Elena. « Elle dira que la vidéo est fausse, que les témoins ont été achetés, que tu as manipulé la situation. Et si le juge la croit ?» Raphaël était terrifié. « Alors nous nous battrons à nouveau. Et encore. Jusqu'à ce que Laura ait 18 ans si nécessaire. » Johanna serra la main de Raphaël. « Nous y arriverons. J'en suis sûr. » Cette nuit-là, Raphaël ressentit enfin quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, l'espoir. Ce n'était pas une garantie de victoire,
mais une chance réelle. Une chance de ramener Laura. Une chance de prouver que l'amour vaut plus que l'argent. La salle d'audience était pleine. Des journalistes occupaient les bancs du fond, impatients de suivre un nouveau chapitre de l'histoire qui était devenu sensationnel dans la ville. Camilla entra comme si elle défilait sur un tapis rouge. Robe chère, maquillage impeccable, sourire étudié. Ses 3 avocats l'accompagnaient, portant des mallettes en cuir. Raphaël se tenait dans un coin avec Elena et Johanna. Il portait des vêtements simples que Johanna avait réussi à lui prêter. Ses mains tremblaient. De l'autre côté de la salle, Laura était assise aux côtés de Daniela, l'assistante sociale. La fillette regarda son père et ses yeux se remplirent de larmes, mais Daniela lui tenait fermement le bras, empêchant tout mouvement. Le juge Armando Silveira entra. Homme d'environ 60 ans, connu pour être inflexible et direct. Il frappa son marteau et la séance commença. L'avocat principal de Camilla parla en premier. Voix imposante, gestes théâtraux. Il peignit Raphaël comme irresponsable, incapable de subvenir aux besoins essentiels, dangereux pour le développement de l'enfant. Il présenta des photos de Raphaël dans la rue, sale et déguenillé. Il montra des articles sensationnalistes le dépeignant comme négligent. Votre honneur, cet enfant mérite une vie digne. Une maison adéquate. Une éducation de qualité. Tout ce que seule la mère biologique peut offrir en ce moment. Camilla pleura au moment prévu. Elle s'essuya les larmes avec un mouchoir brodé. Elle parla de remords, de comment l'abandon avait été une erreur qui la hantait quotidiennement, de l'amour inconditionnel d'une mère qui n'était jamais mort. « Je veux juste récupérer ma fille », dit-elle, la voix tremblante. « Pour l'aimer comme elle le mérite. » Beaucoup dans la salle semblaient émus. Raphaël sentit son estomac se nouer. C'était une mise en scène, mais elle fonctionnait. Elena se leva. Petite face aux avocats coûteux, mais avec une posture ferme. « Votre honneur, je demande la permission de présenter des preuves audiovisuelles. » Le juge acquiesça. Elena connecta son ordinateur au projecteur. La salle s'assombrit partiellement. La vidéo commença. La voix de Camilla remplit la salle, claire et cruelle. « Tu n'es rien d'autre qu'un poids. Ta grand-mère a été idiote de tout te laisser. Quand tu auras 18 ans, il ne restera plus rien. » Le silence fut absolu. Camilla pâlit. Ses avocats se regardèrent, stupéfaits. La vidéo continua, montrant Camilla crier sur Laura, menaçant de l'enfermer dans une chambre, la forçant à poser pour de fausses photos. Lorsque la vidéo se termina, Elena présenta le rapport psychologique. Elle lut des passages décrivant le traumatisme de Laura, les signes de maltraitance émotionnelle, la peur évidente de la mère biologique. Cette femme ne veut pas de sa fille, votre honneur. Elle veut l'héritage. Camilla tenta de se défendre, bafouillant. Elle dit que la vidéo était sortie de son contexte, qu'elle ne faisait que discipliner l'enfant, que toute mère perd la patience. Mais sa voix sonnait maintenant fausse. Le masque était tombé. Le juge demanda le silence et appela Laura à témoigner. La fillette marcha lentement vers l'avant. Daniela tenta de l'accompagner, mais le juge refusa. « Laura, peux-tu me dire avec qui tu veux vivre ?» demanda le juge doucement. La fillette regarda Camilla, puis Raphaël et Johanna. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je veux rester avec mon père et Tata Gio. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas chez elle. » Camilla explosa. Elle se leva en criant, accusant Raphaël d'avoir manipulé sa fille, d'avoir acheté des témoins, d'avoir falsifié des preuves. Ses avocats tentèrent de la calmer, mais elle était hors de contrôle. Elle alla même vers Raphaël, retenue par les agents de sécurité. « Cet héritage est à moi. Je suis la mère. Vous ne pouvez pas faire ça. » Le juge frappa son marteau à plusieurs reprises, exigeant l'ordre. Quand Camilla se tut enfin, il prit la parole. « Je ne témoigne que rarement d'une telle démonstration d'égoïsme et de cruauté déguisée en amour maternel. Il est clair que l'intérêt de la requérante est exclusivement financier. La garde définitive est confiée au père, Raphaël Cardoso. De plus, j'ordonne que Madame Camilla Morera soit investiguée pour appropriation indue des ressources de la mineure et abus émotionnels. » La salle éclata en murmures. Les journalistes se précipitèrent dehors pour publier la nouvelle. Camilla s'effondra sur sa chaise, le visage déformé par la colère. Ses avocats rassemblèrent rapidement leurs dossiers et sortirent sans regarder en arrière. Laura courut dans les bras de Raphaël. Père et fille s'embrassèrent comme si le monde allait s'écrouler. Johanna se joignit à l'étreinte, pleurant de joie. Elena ferma son dossier, se permettant un sourire discret. Dehors, devant le tribunal, une foule attendait. Mais cette fois, ce n'étaient pas des regards de mépris. Les gens applaudissaient. Certains pleuraient aussi. Une vieille dame donna un bouquet de fleurs à Laura.
La justice a été rendue, dit-elle en souriant. Raphaël regarda Johanna, qui tenait la main de Laura. À ce moment-là, il comprit quelque chose de profond. La famille n'est pas définie par le sang ou l'argent. Elle se définit par ceux qui restent à vos côtés lorsque tout s'effondre. Par ceux qui partagent le peu qu'ils ont. Par ceux qui mènent vos batailles comme si elles étaient les leurs. La vérité avait triomphé. L'amour avait triomphé. 6 mois plus tard, Raphaël se réveilla avec l'odeur du café frais. La petite maison qu'ils avaient réussi à louer n'avait aucun luxe, mais elle possédait quelque chose qu'aucune des anciennes villas n'avait eu, la paix véritable. Laura courait dans le salon en jouant avec une poupée que Johanna avait cousue à la main. L'héritage de la grand-mère était protégé dans un compte bloqué jusqu'aux 18 ans de Laura. Raphaël n'avait touché à aucun centime. Il travaillait désormais comme gestionnaire d'un entrepôt de matériaux de construction. Le salaire était modeste, mais honnête. Johanna continuait ses travaux de ménage, refusant toute aide financière de Raphaël. « Je travaille parce que j'aime ça, pas parce que j'ai besoin d'être sauvée », disait-elle, obstinée. Mais la dynamique entre eux avait changé. Ce qui avait commencé comme de la gratitude s'était transformé en quelque chose de plus profond. Raphaël remarquait comment son cœur s'emballait lorsque Johanna souriait. Comment leur conversation dans la cuisine, après que Laura se soit endormie, s'étirait jusqu'au milieu de la nuit. Comment elle connaissait ses peurs sans qu'il ait besoin de parler. Un vendredi soir, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble, Raphaël eut enfin le courage. « Johanna, je dois te dire quelque chose. » Elle s'arrêta de frotter l'assiette et le regarda, curieuse. « Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé la vie de Laura. Mais tu as fait plus que ça. Tu m'as appris que la richesse ne se trouve pas dans les choses que l'on possède. Elle se trouve dans les personnes que l'on choisit d'avoir à ses côtés. » Johanna resta silencieuse, les yeux brillants. « Je t'aime, » dit Raphaël, la voix tremblante. « Et je sais que je n'ai pas encore grand-chose à offrir, mais… » Elle posa sa main sur son visage, interrompant ses mots. « Tu as tout ce qui compte. Un bon cœur. Et cela a toujours été suffisant. » Le baiser fut inévitable. Doux, sincère, rempli de promesses silencieuses. Lorsqu'ils se séparèrent, Laura était à la porte, applaudissant et riant. « Enfin, je le savais déjà. » Ils rirent tous les trois ensemble. Cette nuit-là, assis sur le vieux canapé du salon, regardant un film pour enfants, Raphaël réalisa qu'il avait trouvé sa vraie famille. Pas celle que le sang déterminait, mais celle que le destin avait construite à travers la douleur et la résilience. Elena continuait à leur rendre visite régulièrement. Elle était devenue une amie proche, surtout pour Johanna. Béatrice, la courageuse employée qui avait filmé la vidéo, faisait également partie du cercle. Elle avait trouvé un meilleur emploi après que son histoire soit devenue publique, admirée pour son courage. Camilla disparut de la ville. Les enquêtes révélèrent qu'elle avait détourné une partie de l'héritage avant le blocage judiciaire. Elle fut poursuivie et condamnée à restituer les sommes ainsi qu'à payer une indemnité pour dommages moraux à Laura. Son image publique était détruite. Plus personne ne croyait à ses larmes de crocodile. Daniela, l'assistante sociale, fut écartée de son poste après qu'une enquête interne eut révélé qu'elle avait ignoré des signes évidents de négligence pour favoriser Camilla. D'autres familles lésées par ces décisions commencèrent à demander justice. Raphaël ne redeviendrait jamais milliardaire. Et il s'aperçut que cela ne lui manquait pas. L'homme qu'il était avant, obsédé par les apparences et les chiffres bancaires, lui semblait maintenant étranger. La vie dans la rue, aussi brutale fût-elle, l'avait transformé. Elle lui avait appris l'empathie. Elle lui avait appris l'humilité. Elle lui avait appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle donne. Un dimanche après-midi, les trois allèrent au parc. Laura courait après les pigeons pendant que Raphaël et Johanna s'asseyaient sur un banc, observant. Un homme mal habillé s'approcha, demandant l'aumône. Raphaël reconnut le regard. C'était le même désespoir qu'il avait porté pendant des mois. Sans hésiter, il sortit de l'argent de son portefeuille et le donna. Mais il fit plus. Il s'assit à côté de l'homme et discuta avec lui pendant presque 1 heure. Il nota des contacts d'endroits qui pourraient t'aider. Il donna son numéro de téléphone. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est. » Johanna observait de loin, le cœur débordant de fierté. Cet homme n'était plus l'entrepreneur arrogant qui avait tout perdu. C'était quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui comprenait la douleur parce qu'il l'avait vécue. Quelqu'un qui aidait parce qu'il avait été aidé. De retour à la maison, Laura demanda. « Papa, tu regrettes d'avoir été riche ?» Raphaël regarda Johanna, puis sa fille. « Ma fille, je vous ai toutes les deux. Une maison où nous vivons avec dignité. Un travail honnête. De vrais amis. Je suis l'homme le plus riche du monde. »
Laura sourit et embrassa son père. Johanna se joignit à l'étreinte. Là, dans cette maison simple, loin des projecteurs et des gros titres, la vraie richesse se manifestait. Amour, union et la certitude que peu importe combien de fois on tombe, il y aura toujours quelqu'un prêt à tendre la main si l'on accepte l'aide. L'histoire de Raphaël et Johanna se répandit. Elle inspira les gens à regarder les invisibles dans les rues. Elle inspira d'autres à aider sans rien attendre en retour. Elle inspira le changement, une personne à la fois. Parce qu'en fin de compte, nous ne sommes pas définis par ce que nous avons acquis, mais par ce que nous devenons dans le processus. Et Raphaël découvrit que tout perdre avait été le plus grand gain de sa vie. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Des histoires comme celle-ci doivent être partagées pour rappeler que la bonté existe encore dans ce monde.